Nous sommes mercredi 13 février. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Signature hier d'une convention de concession relative à l'attribution de la 3e licence de téléphonie globale au Mali. C'était au ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies entre le gouvernement et le groupement de Monaco Télécom International. À travers cette convention, le gouvernement du Mali ouvre le secteur des télécommunications à un 3e opérateur du nom de Alpha Télécommunications pour un montant de plus de 55 milliards de francs CFA. Reportage Soumaïla Berté. Ceci est une bonne nouvelle pour le secteur des télécommunications au Mali. Cette signature de convention de concession entre le gouvernement du Mali et le groupement Planor Monaco Télécom marque l'ouverture du secteur à un 3e opérateur global de téléphonie. Pour conquérir les marchés maliens, Planor Monaco Télécom, représenté au Mali sous le vocable de Alpha Télécommunications, devra débourser 55,1 milliards de francs CFA. Nous intégrons ce jour et avec votre caution le marché malien dans un secteur stratégique et hautement compétitif, en tant que 3e entrant, mais cependant avec l'ambition de construire un réseau de classe internationale et de fournir des services de qualité accessibles à tous. En effet, en matière de télécommunications, les potentialités du marché malien sont immenses et le pays est loin encore d'avoir atteint le seuil en termes de télédensité. Convaincu qu'il est que l'arrivée de ce 3e opérateur va augmenter non seulement la télédensité et la pénétration du mobile, mais également de baisser les tarifs et d'accroître l'Internet, le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies a annoncé que le gouvernement du Mali a assoupli certaines dispositions du cahier des charges. Compte tenu de la situation actuelle du Mali, le gouvernement a accepté d'ajuster certaines dispositions du cahier des charges, notamment les obligations de desserte dans les zones aujourd'hui impossible à couvrir. Par ailleurs, nous avons accepté le principe d'un paiement du prix de la licence par tranche, à savoir s'acquitter dès la signature du décret d'approbation du cahier des charges d'un premier versement de 33 milliards de francs CFA. Pour son opération au Mali, le groupement Planor Monaco Télécom International bénéficie de l'accompagnement financier de certains partenaires comme la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD et la Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Dans le monde des affaires toujours au Mali, le secteur de l'industrie contribue au produit intérieur brut à hauteur de 3%, un taux parmi les plus bas de la sous-région. L'information a été donnée hier au Conseil économique, social et culturel par le président de l'organisation patronale des industries du Mali. Il était venu faire une communication sur le rôle de l'industrie dans la relance de l'économie nationale, compte rendu Mamari Kone. Ramener l'industrie malienne à la normalité, c'est-à-dire une industrie qui contribue entre 10 et 20% au produit intérieur brut. Cette vision stratégique a été exposée par le président de l'organisation patronale des industriels du Mali devant les membres du Conseil économique, social et culturel. Avec 3%, le Mali a le plus bas taux d'industrialisation dans la sous-région. Au regard des nombreuses potentialités dont dispose notre pays, cette tendance devra être inversée. Le président de l'organisation patronale des industriels du Mali cite pêle-mêle les solutions pour une relance de l'économie nationale. Parmi celles-ci, la suppression de la taxe sur les activités financières, la redynamisation des structures techniques chargées de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale, ainsi que la mise en place d'un fonds de garantie et d'un fonds d'investissement national pour les entreprises industrielles. Au total, on a 19 propositions de réforme, dont 9 qui ne coûteraient rien au budget de l'État. Donc, compte tenu des engagements de la loi de finances 2013 et des moyens limités tout de suite en ce début d'année, nous militons pour que ces 9 mesures qui ne coûtent rien puissent être étudiées. Il consiste à relire un texte qui permettrait aux douaniers de réaliser des saisies sur le territoire. Je l'expliquais tantôt qu'aujourd'hui vous n'êtes pas motivé à saisir un produit de contrebande si ce que vous allez en retirer sera payé dans 6 mois et sera moins que ce que vous pourrez prendre avec le contrebandier à la frontière. Autre contribution du jour, celle du Conseil national de la jeunesse du Mali. Cette organisation fêtière souhaite le retour de l'éducation civique et morale dans le milieu jeune, la réorganisation de ces instances conformément à la nouvelle configuration du monde. Le CNJ sollicite également le financement rapide des projets jeunes, ce qui devrait sans nul doute favoriser une bonne production et productivité, selon Touré Djeneba Traoré, secrétaire chargé de l'éducation et de la formation professionnelle au sein du CNJ.
Sur un tout autre plan, depuis avril 2012, l'ONG Médecins sans frontières s'est installée à Tombouctou. Aujourd'hui, grâce à cette organisation, les patients de l'hôpital et des centres de santé de référence des cercles de Gundam et Larousse reçoivent gratuitement des soins et des médicaments. Envoyés spéciaux, Chérif Moulaye et Adama Djimde se sont intéressés au travail de Médecins sans frontières. Suivons. L'hôpital de Tombouctou, le climat est paisible comme en temps normal. Et pour autant, nous sommes bien en période post-rébellion. Tous les jours, pratiquement, c'est la même affluence. Pour soigner ces malades, le docteur Maïga a dû faire des concessions aux occupants. Les Moudjahidines, donc c'est des hommes armés. Donc vraiment, on a essayé de les ménager, vraiment de suivre ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent vraiment de séparer les hommes et les femmes. Ils parlent aussi de l'habillement des femmes. Donc vraiment, on a essayé de respecter ça et il n'y a pas eu de grands problèmes. Parce qu'en les ménageant, vraiment, ils nous laissent vraiment traiter les malades. Parce que c'est notre objectif. Grâce à l'ONG Médecins sans frontières, toutes les consultations autres examens cliniques sont gratuits, de même que les médicaments. L'hôpital fonctionne à merveille. De la maternité, en passant par la pédiatrie, la gynécologie, la médecine générale, la chirurgie, jusqu'à la radioscopie. Les activités sont intenses. Médecins sans frontières a également recruté des médecins et des infirmiers pour renforcer le personnel pour plus de résultats. Nous appuyons 9 SACESCOM dans toute la région. Tous les malades qui arrivent à l'hôpital, nous essayons dans la mesure du possible de répondre à tous ces problèmes. Et même les patients qui sont hospitalisés ici à l'hôpital chez nous, ils sont nourris par nous-mêmes, matin, midi, soir, gratuitement. Selon son coordinateur, Médecins sans frontières s'engage à continuer ses activités en accord avec les autorités jusqu'en juin, voire décembre 2013. Ils sont au nombre de 300 000 enfants soldats, dont 100 000 sur le continent africain. Ces chiffres ont été fournis hier lors de la commémoration de la Journée internationale des enfants soldats. Une journée célébrée pour la toute première fois au Mali sous le thème « Protégeons nos enfants de la guerre ». Ramata Konate. Non au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les conflits armés, c'est le combat dans lequel se sont engagés les acteurs intervenants dans la protection des droits de l'enfant. La journée dédiée à cette cause est l'occasion d'édifier les uns et les autres sur le contenu de la circulaire internationale relative à la prévention, à la protection et au retour en famille des enfants utilisés par les groupes armés. La lettre recommande aux autorités et leaders communautaires l'application de plusieurs normes dont la prise en charge des moins de 18 ans victimes de conflits sans aucune discrimination. La Journée internationale des enfants soldats, c'est aussi les informations sur l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, l'ONU estime que 300 000 enfants sont associés aux forces et groupes armés, dont un tiers dans le continent africain, soit environ 100 000 enfants. Autre temps fort de cette journée, les échanges entre les différents partenaires. Le panel qui tout à l'heure nous offrira l'occasion de rapprocher nos positions et attentes respectives sur les actions à déployer pour lutter correctement contre ces fléaux est un exercice hautement stratégique. En effet, il contribuera, j'en suis sûr, à soutenir les grandes actions en cours qui sont une preuve tangible de la détermination de notre peuple à gagner le pari d'une nation éprise de paix, de la protection des enfants. Le 12 février, consacré à la commémoration de la Journée internationale des enfants soldats, coïncide avec la date de l'entrée en vigueur du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, un texte légal élaboré en 2002 et interdisant l'implication des enfants dans les conflits armés. Une autre équation difficile à résoudre, la rentrée universitaire 2012-2013 est marquée par divers problèmes, parmi lesquels la grève des enseignants qui a duré près de 4 mois. À cela, il faut ajouter les problèmes classiques de capacité d'accueil rendant difficile l'inscription des nouveaux bacheliers, ce qui ne permet pas un démarrage correct des cours. Mais les autorités scolaires rassurent. Nando Dambélé est allé voir. Voici son reportage. Les facultés des différentes universités du Mali doivent, en plus des anciens effectifs, accueillir plus de 12 000 nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2012-2013.
Or, chaque faculté est tenue d'effectuer ses inscriptions en fonction de sa capacité d'accueil, ce qui rend les nouvelles inscriptions difficiles. Je suis venu voir si l'inscription a commencé. Ils ont dit que la date s'est déjà passée. Donc j'ai fait la recherche pour m'inscrire. Chaque fois je viens, ils ont dit c'est pas commencé. Chaque fois je viens, la même chose. Nous avons eu les bacs et nous avons tous les problèmes de s'inscrire. Parce que en fait, ils parlent d'un nombre bien limité, d'un quota. Malgré les pertinences des difficultés existantes, des mesures alléchantes ont été envisagées. C'est le cas à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. En termes de capacité d'accueil, en réalité, cette université n'a que 5000 places assises. Alors, 5000 places, nous avons 30 000 étudiants. Nous allons prendre 2000 cette année qu'il faut ajouter. Nous frôlons les 32 000 étudiants pour 5000 places. Et puis pour des enseignants qui, à 80%, sont des enseignants qui n'ont pas en réalité le niveau requis. Compte tenu de la situation particulière du pays et dans le souci d'un apaisement, nous avons décidé de permettre aux bacheliers non encore inscrits de le faire du 18 février au 8 mars 2013, suivant des critères qui leur seront communiqués au niveau des rectorats et des facultés. Rappelons que sur les 12 000 nouveaux bacheliers, il y a 8 000 littéraires, dont 2 000 seront inscrits dans les facultés de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, en plus des 30 000 anciens existants. Hors de nos frontières, au Rwanda, les manifestations à Kigali après l'acquittement de 2 anciens ministres, une décision de la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda. Les manifestants trouvent que cette décision est une insulte à la mémoire humaine. En rang serré, plusieurs centaines de manifestants ont sillonné lundi les rues de Kigali. Jeunes, étudiants et survivants du génocide de 1994, tous ont dénoncé l'acquittement de 2 anciens ministres de l'époque. Une décision de la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda. Cet acquittement est un clou de plus enfoncé dans le cercueil des victimes du génocide et aussi une claque à la face des survivants de ce même génocide. La manifestation s'est terminée devant le bureau de liaison du tribunal où la foule a réclamé la fermeture immédiate de cette instance dont la fin est programmée pour décembre 2014. Colère et indignation étaient au rendez-vous. C'est absolument inadmissible comme citoyen et comme humain, parce que ça ne concerne pas que les Rwandais, ça concerne la famille humaine en général. Bon, c'est pour montrer l'injustice qui est faite aux Rwandais en libérant les premiers coupables du génocide, je dirais les planificateurs. Prosper Mugiraneza et Justin Mugenzi étaient en 1994 ministres du gouvernement intérimaire rwandais au début du génocide qui a fait 800 000 victimes. En première instance, les 2 hommes avaient été condamnés par le tribunal d'Arusha à 30 ans d'emprisonnement. La Chambre d'appel a infirmé le verdict et ordonné une libération immédiate. Au Kenya, l'élection présidentielle se prépare. Déjà, le premier débat télévisé entre les 8 candidats a eu lieu sur fond de polémique. Le premier tour de cette élection aura lieu le 4 mars prochain. C'est du jamais vu au Kenya. 8 candidats à l'élection présidentielle interrogés par des journalistes et téléspectateurs en direct à la télé. Tous ont joué le jeu, y compris Uhuru Kenyatta, inculpé par la Cour pénale internationale pour son rôle dans les violences qui ont suivi la présidentielle de 2007. Interrogé sur sa capacité à gouverner en affrontant un procès, il répond. Les Kenyans savent parfaitement le problème auquel je suis confronté. S'ils choisissent de voter pour moi, ça veut dire qu'ils pensent que je suis capable, en tant que président, de gérer les affaires du pays tout en assurant ma défense. Ton courtois, malgré quelques piques, et gros succès pour ce débat suivi à la télé, sur Internet et sur Twitter par des électeurs plutôt séduits par l'exercice. J'avais une opinion sur chacun d'eux et ça s'est confirmé. Ça va m'aider un peu à faire mon choix. Premier tour, le 4 mars.
Les diplomates européens, eux, ont-ils déjà choisi? Certains auraient tenu des propos incendiaires contre 2 candidats poursuivis par la CPI. C'est ce qu'affirme, furieux, le ministre kényan des Affaires étrangères qui les a convoqués. Je vous ai demandé de venir ce matin pour vous dire que je ne suis pas content du tout. Il semble que certains d'entre vous aient essayé d'influencer la façon dont les Kenyans aborderont ces élections qui arrivent. En bon diplomate, les intéressés nient toute ingérence. Ils rappellent toutefois que quel que soit le président élu, la coopération avec la justice internationale est essentielle. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité, 18h-20h, une présentation d'Ndé Sissoko. Merci à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.